Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 4. On raconte, dans une ancienne légende, qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. Le chant des Dames de la Mort. Épisode 18. Dans ce nouvel opus d'Arcanum Fabulas, deux histoires où des idées, des convictions vont se retrouver confrontées au chant des Dames de la Mort. L'attentat. New York, le jeudi 27 février 1997. Je m'appelle Roshima Cashley, j'ai 45 ans et j'ai consacré 15 ans de ma vie au journalisme. Oh, j'ai eu un parcours exemplaire. Quand je suis entré au New York Post en septembre 1975, j'avais 23 ans et la tête remplie d'illusions. J'étais persuadé que mon métier était un sacerdoce, que d'apporter la vérité au peuple était le plus grand service que l'on puisse lui rendre. La même année, j'ai rencontré Betty. Elle était secrétaire au journal. C'était une grande brune au visage mince, toujours habillée strictement et maquillée avec soin. Ce fut le coup de foudre. Et en 1980, après mûre réflexion, ce fut le mariage. Parallèlement, ma carrière professionnelle se portait bien. En février 1979, j'ai signé un contrat avec News TV, une chaîne info par câble qui, à l'époque, était en bonne voie pour devenir une référence. Puis, ce fut les années 80 avec son côté ambition. Le but de tous était de réussir et d'entasser le plus de fric possible. La chaîne et la presse en général n'échappèrent pas à la règle. Une concurrence malsaine s'installa et on ne cherchait plus la vérité, si tant est que nous l'ayons cherché un jour. Non, on ne voulait que du sensationnel. Au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre et nombre de mes sujets ont été rejetés parce qu'ils n'étaient pas assez brûlants. Puis un jour, ce fut le déclic. C'était, il me semble, en février 1982. Nous devions, avec une équipe de tournage pour la seconde partie du journal de 20h, faire un reportage sur une fête locale qui se déroulait chaque année à la même époque. En passant dans un quartier malfamé, j'ai aperçu une femme qui était en train de se faire agresser par des loupards. Une sirène hurla, la police arrivait. J'eus juste le réflexe de demander au chauffeur d'arrêter la camionnette et j'ai saisi la caméra. Je ne suis pas intervenu, j'ai juste filmé. Pendant 2 longues minutes, la pauvre femme continua à subir les coups que lui donnaient ses agresseurs. Puis enfin, la voiture de police tourna à l'angle de la rue et les 2 loupards prirent la fuite. La femme restait allongée et je descendis de la camionnette pour la filmer en gros plan. Elle était à moitié inconsciente et eut juste la force de murmurer « Aidez-moi ». Tout le reste de l'après-midi, je fus hanté par mon comportement. Qu'est-ce qui avait pu me pousser à agir ainsi? Pourquoi n'étais-je pas intervenu? Mais en rentrant le soir au bureau, j'ai reçu les félicitations du rédacteur en chef.
Alors je me suis fait une raison, ou plutôt j'ai essayé d'imaginer un sens à mon geste qu'apparemment j'étais le seul à trouver anormal. Je pensais, je suis journaliste, pas policier. Ce n'est pas à moi d'intervenir dans de telles affaires. Je dois juste rapporter des faits. C'est cela mon boulot. Mon reportage sur l'agression a ouvert le journal ce soir-là. Quant à celui sur la fête annuelle, il n'a pas été diffusé car la seconde partie fut consacrée à la violence urbaine et à son développement inquiétant. Si ce jour-là, j'étais arrivé sur un accident de la route, sans doute aurions-nous eu une seconde partie consacrée à l'insécurité routière. Welcome to News TV Broadcast. À partir de là, la belle morale que je m'étais formée devint ma loi. Et plus le temps passait, plus cela me semblait évident. J'ai interviewé des dealers, des gros bonnets du trafic de drogue, des assassins en série recherchés par la police, et même un jour, un dépressif, juste avant qu'il ne se jette dans le vide du 15e étage. « 1985 fut une année merveilleuse pour moi. Mes reportages, toujours plus voyeuristes et de moins en moins informatifs, m'avaient valu une suite de promotions rapides au sein de la chaîne. Mais surtout, cette année-là, je devins papa d'un petit Kevin qui, à la naissance, pesait quand même 3,7 kg. En juin 1986, le correspondant permanent de la chaîne en Irlande du Nord prit sa retraite et son poste devint vacant. Comme mes origines sont irlandaises, je vis une occasion de retrouver pour quelques années la terre de mes ancêtres. Et je partis donc pour Belfast avec ma petite famille. Depuis les ESA, je ne réalisais pas très bien ce qu'était la réalité de la guerre civile en Ulster. J'ai vite appris, surtout qu'à l'époque l'IRA était très active. Alors, j'ai appliqué une fois de plus mon principe. Le journaliste est là pour informer, point. Cette guerre n'était pas la mienne. Ce conflit ne me concernait pas. Je devais juste relater pour que mes concitoyens prennent conscience de la réalité locale. La première année fut relativement difficile car il me fallait, à moi mais également à ma famille, nous adapter. Les conditions de vie n'étaient pas les mêmes qu'en Amérique, mais heureusement, la chaîne prenait soin de nous en nous logeant dans un appartement gigantesque situé en plein centre de Belfast et mis à ma disposition gratuitement. Au début, je ne parvins pas à faire des reportages très intéressants. Comme j'étais nouveau, on se méfiait de moi. Mais à force de rabâcher à qui voulait l'entendre ma doctrine, à force de chercher toujours à me trouver là où il fallait et à ne pas trop en dire, je finis par avoir des entrées dans le milieu catholique musclé. Mes informations étaient de plus en plus précises, mes reportages de plus en plus pertinents, et bientôt, je devins un interlocuteur étranger privilégié de l'IRA. Oh, bien sûr, je ne peux pas dire que je connaissais véritablement les auteurs des attentats, mais j'avais de longues conversations téléphoniques avec les porte-paroles de l'organisation, au cours desquelles j'apprenais leur motivation. J'étais un des premiers informés par le groupuscule catholique, même qui passait par moi pour revendiquer. Ma politique de non-interventionnisme m'a valu d'être reconnu comme un journaliste, et rien d'autre. Je suis bien conscient qu'en fait, l'IRA se servait de moi pour diffuser son message, et déjà à l'époque, je m'en rendais bien compte. D'un autre côté, je me servais d'aide pour faire mon boulot. En quelque sorte, nous étions quittes. Pour la chaîne, je devins le spécialiste de ce qu'ils appelaient la question irlandaise. Un soir de mai 1989, je rentrais à pied chez moi par le chemin habituel. Une voiture me dépassa et s'arrêta à une cinquantaine de mètres devant moi. Deux hommes en descendirent. Dans un premier temps, je n'y prêtais pas attention, mais l'un d'eux m'interpella et d'une façon un peu autoritaire m'invita à monter dans le véhicule. Je dus m'exécuter. Les deux hommes montèrent à côté de moi et nous nous mîmes à rouler dans Belfast endormis. « Je suis le lieutenant Smooth », me dit l'un d'eux après quelques minutes. « Je travaille pour le MI5, les services secrets. » Je ne fus pas étonné par cette révélation. Je savais que j'étais dans leurs fichiers depuis quelque temps. « Je dois vous parler, » reprit le lieutenant. « Nous avons de bonnes raisons de penser que l'IRA prépare plusieurs attentats pour fêter le 10e anniversaire de l'arrestation d'un de leurs leaders. Nous avons également que vous avez des contacts avec eux. C'est pourquoi nous souhaiterions vraiment que vous nous aidiez à les boucler. » Écoutez, lieutenant, premièrement, même s'il est vrai que j'ai de temps à autre des contacts avec l'IRA, je n'ai jusqu'à présent jamais été mis au courant de leurs projets à l'avance. Deuxièmement, le flic, c'est vous, ce n'est pas moi. Vous arrêtez les gens et moi je les informe. Chacun son boulot.
Mais monsieur Macashley, nous parlons de terroristes, des individus qui tuent aveuglément sur les marchés, dans les pubs, et peut-être un jour dans les écoles, et vous ne voulez pas m'aider? Eux se considèrent comme des combattants. Je suis citoyen américain et journaliste. Mon rôle n'est pas de les juger, ni non plus d'intervenir dans votre conflit. Je m'y refuse. Et de toute façon, je vous assure que je ne sais rien. Le lieutenant est un peu résigné. Il tapa sur l'épaule du chauffeur qui stoppa le véhicule et mes hôtes me laissèrent partir. Et puis, il eut le samedi. Ce samedi froid d'hiver, ce fameux samedi 24 février 1990. C'est mon téléphone qui me réveilla ce matin-là. Au bout du fil, le colonel. C'était le nom que se donnait mon contact au sein de l'IRA. Il ne fut pas long. Macashley, j'ai un scoop pour vous. Soyez à la cabine téléphonique en bas de chez vous dans 10 minutes, avec votre caméscope. Je pris à peine le temps d'expliquer à ma femme de quoi il s'agissait, et 5 minutes plus tard, j'étais dans la cabine. Le téléphone sonna, c'était le colonel. Regardez, de l'autre côté de la rue, me dit-il. Il y a un taxi. Il vous attend. Il saura où vous conduire. Je montai dans le taxi. Le chauffeur n'avait pas l'air d'être de connivence. Il me demanda si c'était moi le client qu'il devait prendre. J'acquiesçai et il démarra. Après une bonne heure de route, nous arrivâmes dans la banlieue de Belfast. Il stoppa devant une vieille ferme, me dit que la course était déjà réglée et repartit sans demander son reste. Sans doute mon silence pendant tout le trajet l'avait inquiété. À peine le taxi était-il hors de vue que 3 hommes cagoulés et armés surgirent de derrière la ferme. L'un d'eux s'approcha de moi. « Je suis le colonel, mettez cela, me dit-il en me tendant un bandon pour mes yeux. Puis je reçus un coup sur la tête qui m'assomma. Quand je revins à moi, j'étais dans une petite chambre de ce qui devait être un hôtel. Les 3 hommes étaient là, toujours cagoulés. Le colonel se leva et vint vers moi. Il me tendit un cachet d'aspirine. « Désolé, mais c'était le seul moyen de vous amener ici et vous verrez que cela en valait la peine. » Il me désigna la fenêtre. Bien que ma tête fît encore mal, je compris qu'il me demandait de regarder à l'extérieur. Et je m'exécutai. La rue était animée et la fenêtre de la chambre donnait sur la façade d'un grand magasin. « Installez votre caméra, » dit le colonel. J'eus peur de comprendre. À ce moment, quelqu'un frappa à la porte. Les 3 hommes se regardèrent et s'engouffrèrent tous 3 dans un petit vestibule qui donnait sur l'entrée. La porte qui séparait les 2 pièces claqua. Je me trouvais seul dans la chambre. À ce moment-là, mes yeux se posèrent sur le téléphone et j'ai eu envie de prévenir le lieutenant Smooth et ses collègues. Puis, en quelques secondes, je me ravisai. Je m'étais trouvé 3 bonnes raisons de ne pas le faire. Je ne savais pas ce qui se préparait, bien que je m'en doutais. Ensuite, j'étais journaliste et ce combat n'était pas le mien. Et enfin, faire cela, c'était me griller et mettre en danger ma vie et celle de ma famille. Les 3 hommes revinrent sans que je n'aie bougé. Ils prirent alors conscience de l'erreur qu'ils avaient faite, mais ils comprirent aussi que je n'avais pas failli. Le colonel regarda sa montre et me dit simplement « Filmez. » 2 minutes plus tard, une violente explosion ébranlait le grand magasin. La chose qui me marqua le plus, ce furent les cris, le rouge champ qui semblait inonder la rue. Très vite, les premiers secours arrivèrent et mes autres disparurent. J'ai filmé la scène pendant une bonne demi-heure, puis j'ai expédié le tout à New York, où cela a fait le sujet d'une page spéciale. Moi, j'ai déambulé dans Belfast. J'étais malade et ma belle morale de journaliste avait tout de même un peu de mal à prendre le dessus. Mes images furent vendues dans le monde entier, la version officielle étant que j'étais là par hasard. Il était 21h quand je me décidai enfin à rentrer, après avoir fait triompher ma conscience de journaliste sur celle d'être humain. Il ne restait plus qu'à consoler mon âme dans les bras de ma femme. Le lieutenant Smooth m'attendait avec 2 de ses collègues sur mon palier. « Écoutez, lieutenant, lui dis-je en m'apercevant, je vous ai déjà expliqué que je ne savais rien. Quant aux images que vous avez dû voir, j'ai eu de la chance, j'ai passé au bon moment, c'est tout. Maintenant, laissez-moi rentrer, ma journée a été longue, trop longue. » Le lieutenant me regarda dans les yeux. J'ai compris que quelque chose n'était pas normal. Il prit une respiration. « Je suis désolé, monsieur Macashley. Je ne suis pas venu pour vous interroger, mais seulement avec une très cruelle mission. La mission de vous apprendre que votre femme et votre enfant sont décédés. » Il laissa un temps et reprit. « Ils étaient tous les 2 dans le magasin où il y a eu cet attentat cet après-midi. C'étaient les 2 personnes les plus proches de la bombe. Ils sont morts sur le coup. » D'un éclair, d'un coup de foudre, en l'espace d'un millième de seconde, ce conflit devint le mien, et j'en étais la victime. Je ne pus rien faire. Je me suis écroulé, j'ai perdu connaissance et me suis réveillé à l'hôpital. Depuis, j'ai quitté le métier de journaliste.
Pendant les 7 ans qui suivirent, j'ai erré allant de beuverie en cure de désintoxication, de déprime en tentative de suicide. Je n'ai jamais pu remonter la pente. Et chaque nuit, je revois dans mes cauchemars le téléphone beige posté à côté du lit dans cet hôtel de Belfast. Chaque nuit, je tends la main pour saisir et appeler la police. Et chaque nuit, je me réveille trop tôt. Ne me parlez pas de ma morale de journaliste. Mon fils aurait 12 ans aujourd'hui. Si j'ai senti le besoin d'écrire, c'est que je voulais laisser une trace de mon histoire et de ma souffrance avant de les rejoindre. Maintenant que cela est fait, je pars. J'entends déjà les murmures des premières notes du chant des dames de la mort. Une goutte de sueur, une goutte de sang. Une goutte de sang glisse sur son front noir. La douleur s'attaque maintenant à ses sens. Les sons ne sont que de lointains échos, les images d'épais brouillards aux formes indéfinies. Son nez enflé ne capte plus aucune odeur, si ce n'est, de temps à autre, furtivement, l'insupportable mélange de sueur et d'aftershave de son implacable bourreau. Enfin, seul le goût de son propre sang emplit sa bouche pâteuse, qui pourtant s'obstine à ne plus prononcer la moindre parole. Il ne sait pas depuis combien de temps il est là sur cette chaise inconfortable, les mains liées dans le dos. Il n'a qu'un vague souvenir du visage de celui qui le frappe entre deux questions auxquelles il ne répond pas. Il se raccroche à son idéal, à son combat, celui-là même qui l'a conduit dans les caves de la police d'État. Non, il ne parlera pas. Et puis, d'un trait, tout s'évanouit encore une fois. La cave, le tensionnaire, la chaise en bois, et, au milieu des brumes qui le cernent, apparaît le visage magnifique d'une dame de la mort. Il connaît la légende. Il n'y croyait pas. Il n'imaginait pas, surtout, que les complices de la faucheuse puissent avoir un visage si doux, si rassurant. Mais c'est alors qu'il réalise que tout est plus rassurant que l'enfer dans lequel il se trouve. Que toutes ses valeurs, toutes ses idées, tous ses combats n'ont plus d'importance. Il est seul face à celle qui lui chantera bientôt sa dernière berceuse et lui donnera l'occasion de s'échapper une dernière fois. Il trouve la force de sourire en pensant que si les siens triomphent un jour, ils lui dresseront une statue, parleront de lui dans les écoles, graveront son nom dans quelques stades, dans quelques rues et sur le fronton de plusieurs musées. Le prix de cette célébrité est disproportionné. La douleur le reprend, comme paradoxe, pour le rappeler à la vie. Il devine la main du bourreau qui dessine en l'air un cercle et s'abat violemment sur son visage. Le bruissement d'une question, puis un autre coup. Le malheureux trouve la force de parler. Il tourne la tête vers la jeune femme immobile et lui demande poliment, gentiment son prénom. Le sourire de l'ange de la mort l'illumine encore davantage. Margot, répond-elle d'une voix chaude. Emmenez-moi, Margot, je vous en prie, chantez-moi votre requiem, mon requiem. Une goutte de sueur glisse sur son front blanc. Il sort un mouchoir de sa poche et d'un revers de la main essuie son crâne chauve. Il devine alors sous la bouche du prisonnier un vague mouvement de lèvres. Se déciderait-il enfin à parler? Il se penche mais aucun son ne sort. Une vague de colère l'envahit. Il se redresse et frappe de nouveau du poing. Il frappe si fort que même lui a mal et doit se frotter les doigts. Puis il regarde sa montre. Quand va-t-il se décider à parler? Le temps passe. Il a d'autres choses à faire. Il n'a pas de haine envers celui qui est assis sur la chaise en bois. Il fait juste son métier, celui pour lequel on le paye, celui pour lequel on l'a déshumanisé. Parfois, tant de pouvoir entre ses mains le grise un peu. Des lames de plaisir l'envahissent, mais son professionnalisme reprend bien vite le dessus. Sa gorge est sèche maintenant. Il va vers une petite table remplie à un vieux verre en plastique qui est posé là et boit d'une traite. Par réflexe, il empoigne une seconde chaise en piteux état et la pose juste devant le prisonnier. Il l'enfourche, s'appuie sur le dossier face à sa proie et soupire longuement. « Écoute !» lâche-t-il comme si chaque mot lui pesait, comme si c'était lui qui était en train de souffrir. « Pour nous deux, la journée a été longue.
Ce n'est pas que je n'ai pas plaisir à discuter avec toi, mais je suis fatigué, tu es fatigué, alors... Il s'énerve d'un seul coup, se dresse d'un bond, fait gicler sa chaise et termine sa phrase en hurlant. « Dis-moi où est imprimé ce putain de journal !» L'effet est garanti. Comédie ou réalité, peu importe, cela aurait dû marcher, sauf que le détenu est en bien trop mauvais état pour être sensible à ces esclandres, indignes des plus mauvais comédiens de soap-opéra. Le bourreau s'en doutait. Il faut attendre. Le suspect doit se reposer, récupérer un peu. Il ne doit pas mourir avant d'avoir parlé. C'est l'heure du break, et le policier se dirige vers la porte en fer. Il frappe quelques coups pour qu'on vienne lui ouvrir. Étonnamment, alors que tout est sombre, que tout est incertain, le bruit du poing contre la porte est très net dans le crâne du mourant. Il sursaute. Margot est penchée sur lui tout près. Il pourrait sentir son souffle s'il en avait un. Cette fois, le passage n'est plus très loin. Encore un instant avant qu'elle ne chante et tout s'enfuira. Mais Margot ne chante pas. Elle a vu la goutte de sang sur le front. Elle a vu l'autre frapper. Le blessé trouve que le temps n'en finit pas. Il est résigné. « Pourquoi es-tu là ?» demande Margot. « J'ai dû rêver trop fort, et pour certains, mes rêves sont des cauchemars. »« Je ne comprends pas. Tes rêves ne sont qu'à toi. Comment t'ont-ils conduit ici ?» Le prisonnier se laissait à sourire. Est-il vraiment en train de parier avec la mort ? « J'ai voulu les faire partager, jeune fille, voulu que tout le monde en sache la beauté. » « Il n'a pas aimé, fit remarquer Margot en montrant du doigt la porte par laquelle le bourreau vient de sortir. Il n'a pas écouté, ou simplement pas compris. « Tu veux t'en aller maintenant ?»« Je ne crois pas, non, répond le prisonnier qui vient de prendre conscience qu'il a encore des gens à convaincre. Mais ai-je vraiment le choix ? La porte de la cave s'ouvre. Le bourreau est de retour. Le suspect fait appel à tout ce qui lui reste de force et de dignité pour se redresser un peu, pour être droit une ultime fois. Mais le geste lui demande un effort surhumain et le résultat est quasi invisible. Le policier déclare qu'il est temps de reprendre la partie. Il va encore poser une question entre deux coups. Son acharnement, sa violence laisse à penser que finalement, et que contrairement à ce qu'il prétend, il n'attend plus de réponse. L'interrogatoire est devenu une exécution. Sa gorge est encore sèche. Il se resserre un verre d'eau. Il boit de nouveau, d'une traite, se frotte l'épaule et le bras gauche, qui sont un peu douloureux, ankylosés. « Où est imprimé ce journal ?» Et une nouvelle gifle. Margot voudrait comprendre. Elle s'approche de celui qu'elle est venue chercher, pose sa main sur son épaule. Des images traversent son esprit. Des bidonvilles, les gens assis dans les rues boueuses, des enfants fuyant devant des camions blindés, un homme en uniforme pointant une arme sur la tempe d'une vieille dame. C'est contre cela qu'il se bat en utilisant des mots. Son combat est loin d'être terminé. Elle ne peut pas l'emmener. Elle réfléchit un court instant et se dirige vers le bourreau. La gorge du policier est de plus en plus sèche. La douleur dans l'épaule et le bras gauche de plus en plus forte. Qu'arrive-t-il ? Il s'assied sur une chaise. Une douleur le saisit au cœur. Il s'écroule et entend une voix douce chanter. Une goutte de sueur coule sur son front blanc. Il est allongé par terre, les yeux ouverts. Crise cardiaque, diront les médecins. Une goutte de sang coule sur son front noir. Il est assis sur la vieille chaise, les mains liées dans le dos. Dans les brumes de la douleur qui le cernent, il aperçoit Margot, la dame de la mort, qui accompagne le bourreau. Il perd connaissance, mais il reste en vie. Son combat n'est pas fini.